hallucinant, quelle folie. Elle en tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense, Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres, elle savoure. Moment historique, Pauline Ferrand-Prévôt remporte le Tour de France 36 ans après Jeannie Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien et on se retrouve pour une nouvelle émission du Campus Sport Club en ce mardi soir. Très heureux de pouvoir parler avec vous et de revenir sur l'actualité sportive jusque minuit pétante. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. La semaine dernière, pour ceux qui ont décidé de nous écouter, on a pris l'antenne dès 21h pour commenter la fameuse Ligue des Champions ce soir. On se réserve une petite heure tranquille, on va revenir sur tout ce qu'il y a de très chaud et pour m'accompagner ce soir, Owen, qui nous fait le plaisir d'être là. Comment tu vas, Owen ? Ça va bien et vous ? Ça faisait un petit bout de temps. Ça faisait un bout de temps, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois, donc Bah ouais. je suis très heureux d'être ici. T'avais boudé. Ouais, j'ai en train de pleurer dans mon coin. Mais et bon. t'étais occupé aussi à d'autres choses. Il y en a un qui était là la semaine dernière. Arthur, comment tu vas, toi tu commences à t'installer. Théo absent, tu en profites ? Exactement, j'ai performé la semaine dernière, alors j'ai été rappelé, je pense. Je profite des absences aussi. Ça, les grands joueurs, ils sont présents dans les grands moments. Exactement. Avec nous aussi ce soir, Thibaut. Thibaut, comment tu vas, toi là, c'est... Eh bah, ça va très bien, voilà. Moi, je suis pas aussi performant que Arthur, mais bon, je suis quand même un élément régulier qui permet toujours d'apporter de la présence et de la stabilité dans l'émission. Mais voilà, tout à fait. Et Zadig, pour compléter l'équipe du soir, les 5 doigts de la main, comment tu vas ? Très bien, ça faisait longtemps pour moi aussi et j'ai beaucoup d'énergie à revendre, donc je vois ça. J'ai hâte de débuter l'émission. Tu vas m'aider, voilà. Parce que c'est c'est aussi du sport, tout ça, c'est aussi du sport de tenir cette émission pour attaquer comme il se doit le Campus Sport Club. Rien de mieux que les résultats, tout de suite après ce petit jingle. Le tour du monde des scores et des performances, tout de suite dans les résultats du Campus Sport Club. Et pour attaquer ces résultats, la Coupe de France ce soir avec la première demi-finale, Owen, une demi-finale qui concernait nos petits voisins Sang et Or de Bollaert de Lys, qui réaffrontaient Toulouse après la rencontre il y a quelques jours en Ligue 1. Alors, est-ce que les Sang et Or vont aller au Stade de France, Owen ? Deuxième de Ligue 1, le Racing Club de Lens accueillait Toulouse pour décrocher son ticket pour la finale de Coupe de France. Les Lens ont parfaitement démarré et ça a conclu finalement à la fin. Victoire du Racing Club de Lens qui va se qualifier pour la 4e finale de son histoire en Coupe de France. Une qualification donc pour le Racing Club de Lens qui a le moyen vraiment de réaliser une saison historique. Avec pas mal de buts, hein, j'ai cru voir ce soir. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur les buteurs lensois et le buteur toulousain ? Il y a eu un but aussi du côté des Violets. Le Racing Club de Lens a parfaitement démarré son match en menant par 2 buts suite à un penalty de Florian Thauvin et un but d'Alan Saint-Maximin. Toulouse va ensuite réduire la marque par l'intermédiaire de Santiago Hidalgo sur une énorme erreur de la défense lensoise. Mathieu Hudol, juste avant la mi-temps, va de nouveau faire le break pour les Sang et Or. Puis Thomasson va clore définitivement le spectacle. Victoire 4-1 du Racing Club de Lens. Alors pour être tout à fait franc, il reste encore quelques petites secondes. Les secondes s'égrènent. L'arbitre a quand même décidé de donner 3 minutes de temps additionnel. Mais Toulouse n'a pas marqué pour l'instant. Donc on part tout droit vers une qualification. On fait un petit retour en arrière. Du coup, on va revenir sur la Ligue 1. Et du coup, pourquoi pas commencer par ce match justement de vendredi dernier entre Lens et Toulouse qui était déjà à Bollaert, Owen. Effectivement, la lutte au titre allait relancer. Vendredi, dans un remake justement de cette demi-finale, les Lensois avaient mis la pression sur les Parisiens suite à leur succès compliqué sur leur pelouse. Le score était au quart d'heure de jeu de 2-0 pour les visiteurs avant qu'en seconde mi-temps, Abdoulhamid et Adrien Thomasson l'égalisent à 2 partout.
Alors que le score semblait filer sur un match nul, c'est finalement dans le temps additionnel Ismaïlo Gagnou qui vient couper un corner au premier poteau et donner un précieux succès aux Lensois. Lens revient donc à 1 point du PSG puisque le club de la capitale s'est incliné au Parc des Princes dimanche dans le choc des Lumières face à Lyon. Après une entame de match ratée et des buts d'Hendrick et d'Alfonso Moreira, le PSG a peiné à revenir et malgré une large domination en deuxième mi-temps, la réduction du score tardive de Kvaratskhelia ne suffira pas aux Parisiens qui s'inclinent 2-1. La lutte au titre donc elle est intense, mais il y a également une autre lutte, c'est celle pour la 3e place du classement. Lyon, elle a récupéré aux dépens de Lille, accrochée par Nice sur sa pelouse 0-0 dans un match pauvre en occasion. La mauvaise opération du week-end, elle est surtout faite dans le sud par l'OM, défaite 2-0 en Bretagne, par contre, cela dit. Malgré une bonne entame de match, les Marseillais se font punir par 4 séries, puis l'OM va petit à petit perdre le fil du match et finalement s'incliner 2-0. 3e revers en 5 matchs pour l'OM qui pointe désormais au 5e rang à 1 point de Rennes. Même 6e rang, hein. C'est même descendu au 6e rang. Marseille, bah, je suis très concerné, ça fait mal, ça fait un peu mal. Pour ce qui est de cette course au titre complètement relancée, on peut faire le petit point déjà, donc c'est officiel, hein. Lens, victoire 4-1 ce soir au stade Bollaert. Bravo, qualification pour la finale de la Coupe de France avant l'autre demi-finale. Vous en saurez plus à la fin de l'émission avec Zadig. Tu vois, je fais tout de suite du teasing. Direct. Voilà, tout à fait. Messieurs, un petit mot comme ça, à chaud sur cette qualification des Lensois. Attendu, logique, ou est-ce que vous avez un peu douté par rapport à la prestation en Ligue 1 justement de vendredi contre Toulouse déjà? Non, je pense que c'est logique. Je pense déjà ils ont failli se faire piéger en Ligue 1, donc là ils n'ont pas répété les mêmes erreurs, même s'il y a quand même une erreur défensive qui donne un but. Le but est encore donné, ouais. Le but est une nouvelle fois donné, donc c'est vrai qu'en ce moment la défense lensoise peut poser beaucoup de questions. Mais après voilà, ça a su resserrer les vis. Offensivement, ça a été une puissance clairement incomparable. Puis surtout là, ça a été à 11 contre 11, parce qu'il faut rappeler que dans le match en Ligue 1, il y a eu un carton rouge pour Yann Boho. Donc les Toulousains ont fini la rencontre qui à du 10. coup était absent ce soir aussi, qui est le meilleur buteur de Toulouse cette saison, qui a peut-être manqué au niveau de l'attaque. Arthur, tu rejoins aussi cette dynamique lensoise contre un adversaire comme le TFC. C'était assez logique que Lens domine les débats, et en plus 2 rencontres à domicile, j'imagine que c'était encore plus vrai. Oui, je rejoins complètement. J'aurais même dit mérité sur l'ensemble du match. Alors, j'ai pas vu tout le match, le temps de venir au studio, mais quand tu vois la première mi-temps... J'impose des choses tyranniques. Quand tu vois la première mi-temps, l'efficacité lensoise qui a réussi à... Le plus dur dans les matchs comme ça, de coupe, c'est de faire la différence dès le début de match, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc ça semble mérité, je suis content pour eux. C'est très bien. Et donc Lens, toujours avec sa victoire contre Toulouse, a rappelé, revenu à 1 point du Paris Saint-Germain. Paris qui a un match de retard, on en parlera aussi à la fin avec les petits immanquables. Mais la course au titre est encore là, hein. On attendra de voir tout ça. Il y a dans d'autres championnats, très rapidement, pour finir le volley foot, Owen, où on connaît un champion dans le Big Five, et il y a un autre championnat qui vient d'être bien relancé, justement. Donc le championnat relancé, c'est en Première Ligue, énorme coup de City. Les hommes de Pep Guardiola s'imposent 2-1 face à Arsenal à l'Etihad Stadium dans un match qui ressemblait déjà à une finale pour le titre. Cherki et Haaland sont les buteurs du côté Citizens. Manchester City revient donc à 3 points d'Arsenal avec un match de retard. Et du côté de la Bundesliga, le futur adversaire du Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, est déjà sacré champion d'Allemagne pour la 35e fois de son histoire, suite à son succès à domicile face à Stuttgart 4-2. Voilà, c'était pour les infos football. On avance sur ces résultats. Petit mot de balle jaune. On se dirige du côté de la terre battue catalane, où ça s'est très bien passé pour notre numéro 1 français. Excellente nouvelle pour le tennis français, même avec la victoire d'Arthur Fils au tournoi de Barcelone dimanche. Le jeune joueur de 21 ans s'impose en finale face à Andrei Rublev en 2-7, 6-2, 7-6. Il avait notamment éliminé Luca Mozzetti en quart de finale. Solide et dominateur pendant plus d'1 set et demi, le français a tout de même dû gérer la pression avant de conclure. Avant de finalement quand même s'offrir son premier titre même de la saison sur terre battue. Il s'agit du 4e trophée de sa carrière. Il confirme son retour au plus haut niveau après plusieurs mois compliqués liés à une blessure. Une victoire importante à 1 mois de Roland-Garros qui lui permet de grimper à la 25e place au classement ATP. Et tout à l'heure, on a aussi le droit en ce début de semaine même carrément les tournois de Madrid, que ce soit homme ou femme. Et une Française faisait aussi son retour sur terre, et ça s'est mal passé par contre pour la numéro 1 du côté des femmes. Après plus de 6 mois d'absence, Louise Boison faisait son retour à Madrid pour le Master 1000 qui démarrait hier et a affronté aujourd'hui l'américaine Peyton Stearns et s'est malheureusement inclinée en 2-7, 6-1, 6-3. Une seule française est sortie lors de ce premier tour, il s'agit de Léolia Jean-Jean, vainqueur de la tête de série numéro 3, la croate, qui a perdu du coup face à la tête de série numéro 3, la croate Dona Vetic, 6-3, 3-6, 6-4. Océane Dodin est également éliminé. Et chez les hommes aussi, pour finir sur ce volet madrilène, quelques Français sont sortis des qualifications.
Oui, l'élimination malheureusement de Hugo Gaston, 6-3, 6-3 face au Danois Elmer Möller. Même sort pour d'autres Français engagés dans la compétition, Hugo Blanchet, Arthur Géa ou encore Lucas Van Hache. Moïse Kwame est également éliminé. Quentin Alice aussi, éliminé face au Portugais James Faria en 3-7. Il y a eu des qualifications, celle de Titouan Droguet en 3-7 contre Otto Vitarnen, 6-2, 3-6, 3-6. De Benjamin Monzi également, contre Darwin Blanche, 6-3, 7-6. Aujourd'hui, les deux ont réussi à enchaîner. Victoire pour Droguet contre le chinois Wu Xinbing, 6-0, 7-6. Et pour Bonzi contre l'allemand Dedura en 2-7, 6-3, 7-6. Bon, ok, ça se passe pas trop mal, ça se passe super bien pour Arthur Fils. Petit tour de table, si on avait un petit mot à dire là-dessus, à un mois de Roland Garros, comme l'a souligné Owen. C'est de bonne augure pour quelqu'un qui n'a jamais passé le premier tour. Hein. On parle quand même du numéro 1 français. Ouais, on a hâte en vrai là sur la saison terre battue de voir Arthur Fils, voir ce qu'il peut faire. Il peut, enfin je sais pas jusqu'où on peut aller, mais il peut peut-être embêter des gros joueurs. Ouais, on l'a vu, hein, Lorenzo Musetti qui est quand même un Italien joueur de terre aussi, 9e, non, j'ai pas le classement à jour de ce lundi, mais qui était 9e mondial au moment d'affronter Fils. Il est capable de battre des top 10, hein, donc. Attention à pas, parce qu'Arthur Fils il nous fait des surprises à chaque fois, mais là j'avoue qu'on peut être confiant. Là c'est des bonnes surprises. Après il peut enchaîner avec une mauvaise surprise très rapidement, mais bonne augure sur Madrid et derrière sur Roland Garros. Ouais, il revient d'une très longue période de blessure, et là il redémarre vraiment dans ce début 2026, et on voit aussi qu'il arrive à peser là où il se sent en forme, et il va s'inscrire à un tournoi, et là il est capable de déclarer forfait. Est-ce que là vous voyez, là, il est à Madrid, il y a encore Rome après, ensuite Roland Garros, est-ce que vous le voyez enchaîner Madrid-Rome, ou est-ce qu'il peut s'économiser avec Rome justement pour arriver en forme à Roland Garros? Ouais, je pense qu'il va quand même s'économiser parce que l'année dernière, il avait quand même abandonné Roland Garros sur blessure. Ouais, 3e tour, forfait. Donc voilà, c'est quand même, ça faisait quand même beaucoup. Et puis depuis, on l'a pas vu participer à un nouveau tournoi du Grand Chelem. Hein. C'était son dernier tournoi du Grand Chelem. Ça va faire 1 an qu'il n'a pas participé, par exemple, à un de ces grands tournois. Il est quand même 25e mondial, sans avoir de points en Grand Chelem, du coup, vraiment à son actif. Donc, il peut encore prétendre à beaucoup plus haut. Je trouve ça vraiment intéressant aussi. Il a des points à aller prendre à Roland, à Wimbledon, à l'US Open et à l'Open d'Australie. Du coup, pour l'année à venir, c'est de bonne augure. Je trouve. Il va carrément grimper. Il peut grimper. Voilà. Et pour ce qui est des autres Français, c'est un peu plus inquiétant. Donc, on va beaucoup aussi se reposer sur Arthur Fils, j'imagine. Oui. Mais après, voilà, faut pas non plus sur les autres Français qui peuvent aussi faire des surprises à leur échelle. Hein. On peut peut-être avoir parfois un match fou contre un gros joueur. Je me souviens d'un Corentin Moutet qui avait mis en difficulté. Il me semble que c'était Sinner ou Alcaraz, il me semble. Oui, dans un deuxième ou troisième tour. Je vois bien. Peut-être qu'il a déjà croisé les deux, mais je pense que c'était avec Alcaraz. Oui, où il faisait des services à la cuillère. Ouais, avec ses amortis aussi. Voilà. On aime ça. Voilà. On aime ça, bien sûr. Moi, j'attendrai un autre Arthur à Roland Garros qui est face à moi, qui peut. Arthur Hinderknecht ? Non. Ah, Arthur Michel. Voilà. T'as même pas pensé à toi, t'es tellement modeste. Ouais, t'es merveilleux. Toi aussi, Arthur Fils, tu mises gros sur lui ou? Ça va falloir voir avec ses blessures, comme d'habitude, un peu comme Loïs Boisson, s'il arrive à enchaîner. Ouais. Mais c'est sûr que les Français, on a tendance à s'enflammer un peu vite, donc faut y croire. Faut y croire. Allez, on switch, puisque je vois qu'on papote, mais en fait, le temps défile quand même pas trop mal. Owen, il y avait aussi du basket à se mettre sous la dent et un play-in ce soir de Coupe d'Europe pour la Roca Team. L'AS Monaco Basket se déplaçait sur le parquet du Panathinaikos pour le play-in de l'Euroleague. Le club du Rocher s'incline sur le score de 87-79, malgré un sursaut d'orgueil en 3e quart-temps. Monaco peut tout de même croire au play-off, c'est pas encore terminé pour le club du Rocher. Oui, tout à fait. Il y aura un match à venir encore dans la semaine et je vous renvoie vers la fin de l'émission. Restez jusqu'à minuit avec Zadig qui vous donnera le programme. Il y avait aussi du championnat de France le week-end passé, Owen. Il faut noter la belle opération pour Le Mans Sarthe Basket dans la course au play-off. Les Sartois sont imposés avec autorité 96-83 sur le parquet de Gravelines Dunkerque lors de la 27e journée. Portés par leur adresse extérieure et une solidité défensive solide, ils creusent un écart conséquent dès la première mi-temps que les locaux ne pourront jamais réduire. Score final donc 96-83. Le Mans se rapproche de la 6e place et reste dans la course au play-off. Il y a eu également d'autres matchs avec la grosse sensation du week-end, la lourde défaite de Strasbourg, balayée 109-87 sur le parquet de Saint-Quentin. Un succès précieux pour Saint-Quentin dans la lutte pour le maintien. Puis enfin, le leader Monaco s'est incliné face à Lyon-Villeurbanne 87-83. Attention, pour les Monégasques, la première place n'est pas assurée parce que le Paris Basketball s'est imposé face à Cholet ce dimanche 89-93. Et toujours dans le basket, on fait un petit saut quand même du côté de l'Atlantique. C'est la fin de saison en NBA, c'est le début des playoffs et les premières séries donc qui ont livré leurs premiers avant-goûts, si je puis dire.
En effet, les Celtics mènent 1-0 face aux Sixers, OKC mène également 1-0 face aux Suns, les Spurs de Wembanyama mènent également 1-0 face aux Blazers. La grosse surprise, c'est les Pistons, premiers de phase régulière, qui sont pour le moment menés 1-0 par les Orlando Magic, pourtant 8e de la phase régulière. Et on switch de tout au tout, c'est qu'à le dire switch d'ailleurs, je l'ai bien trouvé celui-là. On revient en Europe avec un petit peu de cyclisme de 2 roues, on a passé les Flandriennes et Paris-Roubaix, on se dirige tout droit vers les Ardennaises avec l'Amstel Gold Race qui avait lieu notamment dimanche. Owen. Elle avait lieu dimanche cette course, notamment une grande performance à souligner, celle de Remco Evenepoel, le Belge, prend une superbe revanche après sa 3e place l'an dernier, s'impose cette fois-ci au terme d'un sprint à 2 face au Danois Mathias Kelmoz. La course s'est décantée dans les 40 derniers kilomètres avec une attaque tranchante du français Romain Grégoire qui a dynamité la course. Un trio de costauds s'est alors formé, mais finalement c'est Evenepoel qui s'impose en faisant la différence dans le mythique Coburg. Quoique Skelmoz est quand même revenu en fin de course. Victoire tout de même pour le Belge, Cosnefroy prend lui la 3e place. À noter la chute de Kevin Vauquelin, pourtant bien placé dans le groupe des favoris. Abandon de tout espoir de bonnes performances. Quelques jours plus tôt se disputait la Flèche Brabançonne. Et s'est soldé au sprint, vendredi en fin d'après-midi, le Danois Anders Foldager, bien aidé par son coéquipier suisse Mauro Schmidt de la Jeko Alula, s'est imposé au finish. Ce dernier, qui a remporté 4 victoires cette année, a su travailler pour l'équipe pour s'offrir donc un succès. Le français Benoît Cosnefroy, longtemps présent dans le groupe de tête, est récompensé d'une 3e place, encore une fois. 3e place, 2 podiums pour notre Benoît. Il y a eu la course féminine également, faut pas oublier. Superbe victoire française sur la Flèche Brabançonne. Une victoire française, celle de Célia Guéry, qui s'impose au terme d'un final allaitant au sprint devant la néerlandaise Mitja Bradewold. La Française a résisté jusqu'à la ligne pour s'imposer finalement d'une courte tête. Une première victoire donc chez les professionnels pour elle, qui confirme tout ce potentiel. Et c'est un beau succès pour le cyclisme féminin. C'est un beau succès, et pour ce qui est de Tadej Pogačar dont on n'a pas parlé, ne vous inquiétez pas, ça arrive aussi dimanche. Je vous renvoie vers Zadig, on continue toujours, on reste un peu dans le sport collectif. Tiens, une page de rugby d'Ovalie avec une équipe de France qui brille en ce début de tournoi. Le 15 de France féminin poursuit son sans faute dans le tour de la destination, victoire 38-7 sur la pelouse des Pays de Galles, victoire donc facile. Très disciplinées en première période, elles ont été quand même réduites à 14 puis 13 après des cartons jaunes pour Ilana Brosso et Pauline Bourdon-Sansus. Elles ont ensuite subi et encaissé un essai de pénalité, mais finalement les choses se sont plutôt bien passées pour l'équipe de France qui s'impose. Le bonus offensif est également là, mais attention, malgré ça, c'est les Bleus cèdent leur première place aux dépens de l'Angleterre. Impressionnant vainqueur de l'Écosse 84-7. Wow. La course au titre donc, elle est totalement ouverte, avec un choc très attendu notamment entre la France et les Anglaises en fin de tournoi. Évidemment, encore une petite finale. Et on finira avec un volet moto, ça devrait faire plaisir à quelqu'un à ma droite, avec les 24 heures du Mans moto qui ont livré leur verdict, Owen. La marque japonaise s'impose pour la 2e année consécutive, il s'agit donc de Yamaha. Aux commandes, le trio Karel, Annika, Marvin Firth et Leandro Mercado a parfaitement maîtrisé son sujet, misant sur la régularité et la fiabilité pour s'imposer au terme des 24 heures. La course a longtemps été marquée par le duel intense avec BMW, dont la moto numéro 37 a dominé une grande partie de la nuit, avant de voir finalement ses espoirs s'envoler au petit matin, à cause de plusieurs problèmes mécaniques. Derrière le podium est complété par 2 autres constructeurs japonais, Suzuki avec le numéro 12, puis Kawasaki avec la numéro 11. Au final, seulement 40 motos ont rallié l'arrivée sur les 60 engagées, preuve de la difficulté de cette course. Ouais, Thibaut, petit mot pour finir ce volet résultat avec cette victoire Yamaha. On est sur la première manche d'endurance aussi moto. C'est un bel envol pour Yamaha encore cette année. Oui, c'est un bel envol. Après, ouais, c'est la première manche, c'est une épreuve qui est compliquée, puis surtout c'est BMW qui a mené la course et qui sûrement subi un problème technique, mais c'est comme ça, c'est 24 heures du Mans. J'avais lu comme quoi c'était la seule, on va dire, entre guillemets, seule moto parmi les favorites épargnée. Elle qui a vraiment eu l'occasion de faire ligne droite, pas de chute, pas de problème mécanique, elle a pu faire sa course tranquillement aussi. Oui, ça permet de voir d'autres constructeurs qui sont un peu plus dans l'ombre, donc comme Suzuki et Kawasaki, parce que c'est vrai que les endurances, c'est dominé par Yamaha, mais il y a aussi par BMW, mais il y a aussi Honda, qui est très fort, notamment sur la 8 heures de Suzuka. Donc je pense que c'est une saison qui va être à suivre. Et surtout, on pourra peut-être voir Johan Zarco en endurance à Suzuka. Ok, c'est bon, tu nous l'annonces et ça va être sympa à suivre donc ce programme de Suzuka, je me l'ai été noté peut-être quelque part, ça arrive je crois en mai. Mais Je crois que c'est là, c'est très vite, ça arrive très vite. Les 8 heures de Suzuka, donc deuxième manche, moto endurance de la saison. Merci beaucoup, merci Owen pour ces résultats. On marque une petite pause musicale ici en direct, il est 23h22 sur Radio Campus Lille. On est sur la Coupe de France, on est en train de flotter avec la victoire des Lensois. Un petit retour dans le temps aussi, parce que ça fait 120 ans d'existence pour Lens et toujours aucune Coupe de France à son actif. Donc il y a de quoi remonter. Charles Trenet, Douce France, tout de suite sur Radio Campus. On se retrouve juste après.
De retour en direct sur Radio Campus Lille, vous êtes bien en train d'écouter le Campus Sport Club jusque minuit pétante pour revenir sur le sport. On vient d'écouter un petit air de Charles Trenet, Douce France, là pour féliciter et pour se faire plaisir avec la victoire des Lensois. Je rappelle la qualification en finale de la Coupe de France du RC Lens ce soir après sa victoire convaincante 4-1 contre Toulouse. Après les résultats juste avant en début d'émission d'Owen en place aux news, le reste de l'info sportive avec Arthur aux commandes ce soir. Vous n'avez pas suivi l'actualité sportive de ces derniers jours? Pas de problème, voici les news dans le CSC. Comme je suis mauvais élève, Arthur, je n'ai rien suivi, effectivement. Et donc, c'est parce que je n'ai rien suivi que je te demande, mais que s'est-il passé du côté de la NBA? J'entends parler d'un Français fantastique. Il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Arthur. Ah bon, tu le connais pas? Eh bien, commençons avec la grosse nouvelle de la journée et prenons la direction, comme tu l'as dit, des États-Unis, puisque cette nuit, Victor Wembanyama a été élu meilleur défenseur de l'année à l'unanimité. L'intérieur des Spurs est le premier joueur de l'histoire à être sacré sans discussion possible. Les 100 journalistes votants l'ont tous mis à la première place. Il devance au classement le joueur d'Oklahoma Chet Holmgren et l'ailier de Détroit Ozar Thompson. Ses stats ont largement plaidé en sa faveur avec une moyenne par match de 3,1 contre, record en NBA cette saison, 11,3 rebonds et une interception. Cette récompense est une première pour lui et c'est le 3e Français à être sacré dans cette catégorie, après Joachim Noah en 2014 et Rudy Gobert en 2018, 2019, 2021 et 2024. Victor Wembanyama pourrait additionner ce titre avec la récompense de meilleur joueur de l'année, communément appelée en anglais MVP, Most Valuable Player. Il est finaliste avec face à lui Shai Gilgeous-Alexander, sacré l'an dernier, et Nikola Jokic, 3 fois lauréat du trophée. C'est la première fois qu'un Français est nommé parmi les finalistes. À 22 ans, Wemby continue donc de marquer l'histoire et de faire rayonner la France en NBA. Le résultat sera connu mi-mai. Donc petite question messieurs, pas de surprise sur le titre de meilleur défenseur? Oh ouais, bah pas de surprise, il a été fantastique. Bon, je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi imposant qui dissuade autant les joueurs adverses. Donc pas de sujet, même pas. Il le savait et d'ailleurs, il était pas surpris par le titre, mais il était surpris par le fait qu'il a gagné le trophée de meilleur défenseur unanimement. Donc ça relève de l'incroyable. Ouais, c'est complètement fou. On parle d'un panel de 100 personnes. 100 personnes qui se mettent d'accord, c'est déjà fou. MVP, c'était déjà aussi arrivé. Hein. Est-ce que vous avez... Stéphane Curry, 2016. Ouais, il est là, mon Zadig. Il est là, le Z. 2017, je sais plus. Non, 2016. Saison régulière 2016, qui finalement n'avait pas vu les Warriors gagner après cette remontada fantastique en finale contre Cleveland. Ouais, pour Victor Wembanyama, est-ce que de là à être aussi confiant pour le titre MVP? Parce que on en avait fait un petit débat déjà il y a quelques semaines pour faire un petit point sur le trophée MVP. Ça se discute, hein, mais... Ouais, il a toutes ses chances. Voilà, c'est maintenant aux décideurs de décider, mais voilà, je pense que sa saison est fantastique. Il a clairement dominé les parquets pour seulement sa 2e saison NBA. Deuxième avec déjà, enfin 3e saison NBA. Ça, c'est la 2e sans le couac de l'an dernier, là, sa thrombose à l'épaule qui l'avait bien embêté, qui avait fait en sorte qu'il fasse une demi-saison. Ouais. Il avait arrêté en février peut-être. Donc toi là-dessus, tu restes quand même suffisamment optimiste pour y croire? Parce qu'il y en a vraiment qui y croient pas du tout. Hein. Moi, je ne suis pas optimiste et je pense que... C'est pas cette année, en tout cas. Malheureusement, et individuellement, même collectivement, il est derrière Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. Il a fait une super saison, c'est indéniable. Peut-être pas trop... aller trop vite, peut-être un peu attendre. Il augmentera au fur et à mesure et je suis pas inquiet qu'il le gagnera, ce trophée de meilleur joueur de l'année. Il est plus jeune défenseur de l'année. On aimerait qu'il soit plus jeune MVP pour, ça serait incroyable. Pour vraiment être dans l'histoire déjà de la NBA à 22 ans. Il pourrait se péter et ne plus jamais rejouer, il aurait déjà marqué son sport et son championnat. C'est assez fou. Tu dis mi-mai, hein, c'est ça? C'est ça. Parce que là, le défenseur de l'année, c'est un des premiers donnés. Mais comme il est donné à l'unanimité, je pense que ça a été un peu... Bon, les gars, on vous le dit parce qu'il n'y a pas de suspense. Mi-mai, ça nous arrive, on arrive quand même toujours vers les finales de conférence, presque aux finales NBA parfois. Ouais, c'est un peu... La récompense, elle tombe un peu au... Je sais pas comment ils décident, mais... Ils aiment bien un peu de suspense. Mais c'est ça. Pour le MVP, c'est normal. Voilà. Très bien, très bien. On va switcher un peu sur le football. Arthur, comme je n'ai toujours pas suivi l'actualité, je ne suis pas au courant qu'il y a une nouvelle règle en vigueur qui aimerait être installée dans le foot. En plus, on parle d'un Arsène Wenger. Tu peux nous en dire plus? Ça s'est peut-être passé du côté de l'Atlantique, du Canada, je crois. Effectivement, donc pour rester au nord de l'Atlantique,
Et parler de marquer l'histoire, parlons d'Arsène Wenger, l'entraîneur des Invincibles d'Arsenal. L'ancien entraîneur des Gunners n'entraîne plus aujourd'hui, mais il fait toujours parler de lui. Pour cause, il souhaite instaurer une nouvelle règle sur le hors-jeu appelée loi Wenger. Cette règle est testée depuis le 4 avril en Canadian Premier League, le championnat canadien, et c'est Alejandro Diaz, l'attaquant du Pacific FC, qui a été le premier joueur à inscrire un but grâce à cette innovation. Malheureusement pour lui, cela n'a pas suffi à décrocher la victoire, puisque son club a fait 2-2 contre les Wanderers. Donc pour rappel, cette loi stipule que pour annuler le but, il faut que l'attaquant soit complètement hors jeu, donc il y a un espace clair entre lui et le défenseur. Elle a pour but de favoriser les attaquants et de faire gagner du temps aux arbitres et à la VAR. Dernière question, pour ou contre cette loi ? C'est n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on déplace le problème. Oui, totalement, c'est exactement ça. On déplace la ligne du hors-jeu, mais là on déplace juste le problème. Tout simplement. Le millimètre qu'on a jugé à l'époque sur le millimètre de pied en avant derrière la ligne du défenseur, on va juger le millimètre du talon du défenseur ça, qui donc. met en jeu ou pas en jeu l'attaquant. Ça change rien. Enfin, je sais même pas comment on peut régler en fait ce problème du hors-jeu finalement. Ouais. Il y aura toujours des erreurs. Oui, voilà, j'ai envie de dire, c'est le principe du sport aussi. Ça arrive, voilà, c'est comme ça. Là, ici. Je sais pas si vous avez vu le but là qui a été marqué justement par Alejandro Diaz, mais genre c'est une remise sur une frappe. Donc en fait ça marche pas cette règle sur des phases défensives arrêtées. Je trouve ça illogique parce que en fait ça amène à repenser toute la manière de défendre pour les défenseurs. Enfin c'est contre-intuitif carrément en tout cas. Et du coup là on a, comme l'a dit clairement Arthur, c'est pour faciliter le jeu de l'attaque. Je trouve qu'on est quand même dans une ère du football où on voit assez de buts. Il y a quand même suffisamment de buts, on n'a pas besoin d'aider les attaquants. Puis ça a changé, comme l'a dit Zadi, complètement la manière de défendre. Le défenseur il va plus bouger, puis il va juste attendre que l'attaquant soit hors jeu et qu'il fasse le premier pas. On est presque à des attaquants qui vont jouer avec cette ligne-là défensive et qui vont faire un peu la carotte, comme on faisait à l'époque. Je sais pas, Thibaut, tu vois. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. Comme l'a dit Owen, on dépasse juste le problème et puis finalement, ça va arrêter de récompenser des défenseurs qui jouent très bien le hors-jeu. Maintenant, il va falloir qu'ils se déplacent un peu plus. On sait pas trop, ils pourront jouer plus avancé. Ça va juste repenser la manière de défendre. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Puis surtout, ça peut donner des situations assez ubuesques où finalement, il y a un joueur qui est complètement tout seul, mais parce qu'il y a un joueur qui est complètement à l'opposé au niveau du poteau de corner, il est remis en jeu. Ouais, non, c'est complètement stupide. Ça a l'air compliqué toute cette histoire. On va voir, ce n'est que en phase de test du côté du Canada, comme c'est que du soccer. Bon, tout va bien tant que ça ne touche pas au football dans l'immédiat. Une règle, cette loi Wenger dont pourrait avoir besoin le FC Nantes, Arthur, lui qui a la bataille en Ligue 1 pour le maintien. Le FC Nantes qui est en grande difficulté avec 5 points de retard sur Auxerre qui est barragiste. Ce dimanche, les Canaries ont concédé le nul 1 partout dans le temps additionnel face à Brest. Le principal fait de jeu de cette rencontre est le carton rouge reçu par le joueur nantais Damien Tabibou à la 65e minute. Pris de vitesse par Luc Zogbé, il a bousculé son adversaire qui partait au but, même s'il n'avait sûrement plus la maîtrise du ballon. Suite à l'appel de la VAR, l'arbitre de la rencontre, Guillaume Paradis, est allé consulter les images et a transformé le carton jaune en carton rouge. Foudrage, l'entraîneur des jaunes et verts, Vaïd Halilhodžić, s'en est pris au corps arbitral en déclarant « Vous n'avez pas honte » et en tenant le bras du 4e arbitre, ce qui lui a valu logiquement d'être expulsé. Le franco-bosniaque sera suspendu pour les 4 prochains matchs, ce qui lui permettra tout de même d'être présent lors du dernier match de la saison. A noter que M. Paradis a retiré le carton rouge du rapport, ce qui prouve qu'il s'était bien trompé. Donc pour continuer à parler du football, hier avait lieu la cérémonie des Laureus World Sport Awards à Madrid, une récompense qui désigne les meilleurs sportifs et la meilleure équipe de l'année. Ce titre est logiquement revenu au Paris Saint-Germain qui a réalisé une saison 2025 hors du commun. Pour les récompenses individuelles, c'est Carlos Alcaraz qui était élu sportif de l'année, après avoir notamment remporté Roland Garros et l'US Open en 2025. L'US Open, un grand chelem remporté chez les femmes par Aryna Sabalenka, qui a elle été désignée sportive de l'année, pour une domination totale du tennis. Pour continuer avec un vainqueur espagnol, Lamine Yamal a été élu jeune de l'année, alors que le titre de révélation de l'année est lui revenu au pilote de Formule 1 Lando Norris. Donc êtes-vous d'accord avec ces récompenses, sachant qu'on aurait pu penser à Tadej Pogacar ou encore Ousmane Dembélé chez les hommes. Ousmane Dembélé qui était nommé pour le prix de meilleur athlète masculin de la saison et Désiré Doué qui y était pour révélation. Si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai tout énommé sous les yeux. Et donc c'est Lando Norris qui a eu le titre à la place de Doué et notre ami Carlos Alcaraz à la place de Ousmane, notre ballon d'or. Vous êtes d'accord, vous, il y a un titre qui vous fait tiquer Moi, il y a le titre de révélation de l'année pour Lando Norris, ça me fait quand même assez tiquer. Ouais. Est-ce que tu considères que c'est une révélation ? En fait, quel est le sens de révélation toujours ? À mon avis, on joue sur cette... c'est ça, c'est qu'en fait, si on m'avait dit qu'il était sportif de l'année, bon, pour moi, il y avait d'autres sportifs, mais en soi, ça aurait pu être mérité. Mais là, révélation, ça fait quand même plusieurs années qu'il est au top niveau en Formule 1.
Il a gagné son premier Grand Prix l'année Il était dernière. deuxième la saison passée du classement en pilote, non? Oui, en plus. plus. Et il a quand même eu pas mal de passes d'armes avec Verstappen, même si le Néerlandais était assez virulent, notamment au Mexique. Mais je trouve ça assez surprenant, alors que Désiré Doué, c'est une véritable révélation au plus haut niveau. Moi, je comprends pas. Bah oui, pas d'accord. Ici, vous êtes raccord avec d'autres prix. Arina Sabalenka, chez les femmes aussi, on voit un doublé tennis. C'est ce qui arrive assez souvent au Laureus. On a eu des belles années tennis. Là aussi, on match. Ouais, chez les femmes, bon, après, elle a fait une super saison, Sabalenka. Un grand chelem et des finales dans d'autres. Donc, Mais- une vraie domination, une vraie numéro 1 mondiale, en tout cas, dans son sport. Après, c'est vrai que j'ai regardé un peu le Laureus World Sport Awards, là, ce nom un peu compliqué. Il récompense très souvent des sportifs individuels et notamment le tennis. Donc, en fait, le football est très rarement. Oui, ils sont pas mis ils sont voilà. pas au même niveau. C'est trop Que compliqué. ce soit à juger. des tenniswomen et des tennismen, je suis pas étonné. Après, il y avait Sydney McLaughlin, Oui. qui a fait une saison encore Notre écrasante, championnat d'athlétisme du 400. qui est exceptionnel, qui est en train de réformer sa distance. Comme Mondo Duplantis, quelqu'un Voilà. dans ce monde-là qui était parmi les nommés. On a vu Qui a gagné l'année dernière, lui, Mondo Duplantis. qui avait eu peut-être Ouais, l'année dernière. le prix en arrière. Il était champion olympique sur 2024, donc ça a C'est bien ça. aidé en tout cas pour justifier son trophée 2025. Voilà, pour Ousmane, après, bon, c'était pas... J'aurais mis le Pogacar, moi, personnellement. Ouais, c'est vrai Ouais. que Tadej, Tadej, Carlos, Tadej, c'est compliqué. Tadej qui aurait pu lui aussi l'avoir pour l'année 2024, qui était déjà fantastique. Bah, il peut Mais- rien gagner de plus, Pogacar. Il a tout gagné. Ouais, il a, je sais pas combien de victoires d'étape. Il a le Tour de France, le classique. Roubaix. Là, Ouais, c'est ouais, ça, là, tous roulés. Et là, en fait, Oh, ça, et c'est- oh, le provoque pas, toi, attention. ça veut dire que jamais un cycliste gagnera du coup. Bah, voilà comme C'est on peut, compliqué, ouais. même comme Zadig le disait aussi, encore plus pour les trophées de joueurs de sport collectif, quoi. Ouais, c'est rare, c'est très rare en tout cas. Bah, très bien, bah, merci pour cette très, très belle analyse. On reste au soleil, passons de Madrid à Toulon, d'où nous vient une mauvaise nouvelle, Arthur. Exactement, puisque Gabin Villers, l'ailier du RC Toulon, va être éloigné des terrains durant de nombreux mois. En effet, lors de la large victoire de son équipe 47-22 face à la Lanterne Rouge Montauban en top 14, le natif de Vire dans la Manche s'est blessé au genou lors d'une reprise d'appui à la 19e minute. L'ailier toulonnais est sorti en boitant, le regard inquiet, puis le communiqué de son club a annoncé qu'il souffre d'une rupture des ligaments croisés. C'est une terrible nouvelle pour lui qui a connu une carrière très régulièrement stoppée par les blessures. Sa convalescence l'empêchera de disputer la fin de saison palpitante de son club, qui est encore à la lutte pour décrocher le top 6 en top 14 et qualifié en demi-finale de Champions Cup. Pour continuer sur le volet blessure, nous avons appris hier que Matteo Jorgensen souffrait d'une fracture de la clavicule après sa lourde chute survenue lors de l'Amstel Gold Race. Pour rappel, comme l'a dit Owen, à 42 km de l'arrivée, il a percuté la roue de Kevin Vauquelin qui venait à l'instant de glisser dans un virage. Le coureur français a pu repartir sans blessure grave, mais l'équipier modèle de la Visma Lease Bike doit lui faire une croix sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. De plus, cette blessure tronque bien évidemment sa préparation du Tour de France. Pour rester sur les Ardennaises, Remco Evenepoel a choisi de faire l'impasse sur la Flèche Wallonne qui aura lieu demain. Petit clin d'œil à Zadig cette fois, pour mieux se concentrer sur l'un de ses grands objectifs de la saison, Liège-Bastogne-Liège. Son retrait laisse le champ libre aux coureurs français comme Romain Grégoire, Kevin Vauquelin ou l'un, si ce n'est le grand favori, Paul Sexas. Ouais, Paul Sexas, qui ne prétend pas être favori, qui est pas d'accord avec ça. Mais bon, force est de constater quand même qu'il sera l'un des... Moi je l'ai mis en favori. les plus sera importants. pas d'accord. On l'a mis en favori, on est bien d'accord. Et on finira cette petite chronique des news et on va doucement glisser vers le débat du soir pour parler de calendrier et de Ligue 1. Arthur, on en sait plus pour la saison prochaine. Exactement, puisque nous connaissons désormais une partie de la nouvelle programmation de la Ligue 1 qui sera mise en œuvre à partir de l'année prochaine. LFP Media, qui gère la chaîne Ligue 1+, a décidé de revoir la programmation de la Ligue des Talents. Fini le multiplex le dimanche à 17h15, désormais il sera le samedi à 20h45 avec 4 matchs au programme, comme à l'époque de l'illustre Ligue 1 Conforama, j'imagine que tout le monde s'en souvient. Pour le reste, peu de changements, le match du vendredi soir ne change pas, tout comme le match du samedi 17h. Pour le dimanche, on passerait avec un match à 15h, un autre à 17h15, et enfin le choc de la journée à 20h45. Toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, puisque seul le multiplex du samedi soir a été confirmé pour le moment. Pour ceux qui hésitent déjà à prendre l'abonnement Ligue 1+, pour la saison qui arrive, la prochaine journée sera diffusée en clair gratuitement sur Ligue 1+, sauf le match Lyon-Auxerre qui est lui diffusé par beIN Sport. Cette stratégie a pour but d'attirer les nouveaux abonnés avant la fin de saison et pour l'année prochaine.
L'objectif de Ligue 1+, qui avait 1,1 million d'abonnés fin février, est d'atteindre 1,16 million à la fin de la saison et 2,1 millions en 2028-2029. Pour cela, la chaîne qui diffusera les 9 matchs l'année prochaine et qui avait tenté d'acquérir les droits de la Coupe du Monde souhaite diffuser les barrages européens des clubs français ainsi que les matchs amicaux et la future Ligue 3. Ce qui ne m'arrange pas du tout, j'étais très bien sur FFF TV le vendredi soir. Ouais, désolé pour toi Arthur, c'est la dure loi des droits télé dans le football avec ce beau programme donc qui nous attendra l'année prochaine. On glisse justement, merci pour CNews, pour ça. J'ai essayé de faire le jeu d'acteur, j'ai pas vraiment tenu, j'étais pas très bon. Là-dessus, vers le débat du soir, on va reparler calendrier. On a peut-être entendu parler beaucoup de changements de bouleversement pour tous les suiveurs, supporters de football pour ces dernières journées de Ligue 1. Un calendrier complètement chamboulé avec notamment des reports du côté des matchs concernant déjà Lens PSG il y a quelques semaines. Il y a eu le match de Strasbourg aussi qui était concerné par la Coupe d'Europe. Et là, comme on a des clubs français demi-finalistes de Coupe d'Europe, on a aussi décidé de bouger certaines choses et notamment les multiplex des dernières journées. C'est des bouleversements qui, a priori, n'affectent pas trop les acteurs sportifs. J'ai vu des articles comme quoi dirigeants et entraîneurs étaient plutôt raccords là-dessus. Par contre, pour ce qui est de la position aussi des supporters, ça relève un peu quelque chose d'injuste et de faire ça un peu au dernier moment, ça a l'air un peu compliqué. Je voulais avoir votre avis, votre retour là-dessus. Est-ce que c'est des changements qui sont à prendre avec... Est-ce que ça vous a affecté ? Qu'est-ce que vous pensez de ces changements de dernière minute de la Ligue, justement, pour ce qui est du calendrier, notamment de Ligue 1 ? Bah, ça se voit que la Ligue n'a jamais fait de déplacement avec les bus ultra, avec 5 heures de route au bout de la France, c'est tout. Pour moi, ça me paraît un peu tard pour faire ces changements de planning, mais après, comme c'est eux qui décident, pas trop notre mot à dire. Il faut savoir que c'est une tendance qui s'accélère. Moi, j'ai fait un peu de recherche. Depuis 2 ans, ça fait quand même souvent que ça arrive. Le PSG, déjà, en demi-finale contre Dortmund, il y a 2 ans, c'est arrivé. Ils avaient fait usage également avant son quart de finale contre l'Aston Villa. Mais depuis ces 13 cas de figure recensés par Opta et pour seulement 46% de qualification des clubs français. Donc déjà rien que là, ça montre quand même que, parce qu'on fait ça pour les clubs français, pour les qualifier en Coupe d'Europe, ça montre que c'est pas forcément une réussite tout le temps. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est le PSG demande un report du match contre Lens notamment. Lens refuse et pourtant c'est accepté. C'est quand même pourquoi parce que il se veut que le règlement de la ligue fasse que quand un club demande un report, il traite la demande et il demande pas l'avis du club opposé. Enfin, c'est un peu bizarre cette histoire. Du coup, ce match a été décalé entre les 2 journées du multiplex et comme le multiplex du samedi de la J33 a été décalé au dimanche, on a aussi le report au dimanche de la dernière journée, donc avec ça, pour ceux qui regardent de leur télé, de leur écran, ça n'engendre pas grand chose. Par contre, c'est vrai qu'en termes de frais supplémentaires, il y a eu un très bon édito. Je me l'étais noté du journaliste à l'équipe Hugo Guillemet qui prend la parole et qui défend aussi notamment la cause des gens de terrain, des supporters, de ceux qui se déplacent et qui est navré de cette situation. Il y a eu pas mal quand même de choses. On a aussi appris aujourd'hui que la soirée des trophées UNFP, bon, je pense que ça vous fait ni chaud ni froid, d'apprendre qu'elle a été décalée du dimanche 10 au lundi 11 mai. Voilà. La réaction, je vois que personne réagit et dans tout ça il y a aussi eu une autre décision prise et là ça concerne encore les Lensois en dédommagement du report de la rencontre entre Lens et Paris entre les dernières journées. La LFP avait promis que si Paris arrivait à se qualifier en demi-finale, qu'il proposerait à Lens de jouer son match à une date ultérieure de la 33e journée. Donc Lens jouera tout seul le vendredi contre Nantes le vendredi 8 mai, et le reste du multiplex se tiendra quand même le dimanche soir. Est-ce que vous saisissez aussi le... C'est un sacré bazar quand même. Ça tue le suspense aussi. Moi personnellement, je suis nostalgique des multiplex de l'avant-dernière journée, de la dernière journée. J'aime bien avoir tout le monde qui joue en même temps, les les jingles et tout. Il veut les tout. Il veut les tout, Owen. Moi, un match en moins, c'est catastrophique. C'est un match en moins et surtout que pour le coup, ça concerne une équipe qui joue le titre et de l'autre une équipe qui joue le maintien. Donc c'est un peu aussi. Il y avait aussi cette essence que quand tous les clubs jouent en même temps, la même heure, le même soir, il n'y a pas de calcul. Tu joues ton match, tu fais. Là, tu auras un peu aussi de quoi voir. Imaginons que pour le maintien, il
il faille un match nul, un match nul suffira pour une équipe. Par exemple, pour Nice, il faut un match nul pour se maintenir et ils vont faire un À match ce nul. moment-là, ouais, bah Alors que si on joue en même temps, ils vont peut-être chercher la victoire, mais imaginons ils perdent, ça se complique. Donc non, c'est n'importe quoi. Je trouve ça aussi, je sais pas si c'est très intelligent, au moment où la Ligue programme ses dernières journées, on parle des J33 et J34, les 2 dernières journées, c'est assez culturellement, c'est les multiplex, on est d'accord là-dessus ? Oui. Voilà. Et je me dis, ils programment les multiplex et ils ont décidé de les mettre le samedi. Sauf que l'UEFA, quand il balance son calendrier, il précise bien que cette semaine-là, la semaine de la 33e journée, le jeudi, c'est soir de Coupe d'Europe. Quand tu as des clubs français engagés en Coupe d'Europe, c'est-à-dire que quoi, dans le calcul de mettre la multiplex le samedi, tu estimes que tu n'auras jamais de club en demi-finale à ce moment-là ? C'est vrai. Parce que là, ce déplacement au dimanche, c'est en réponse au fait que Strasbourg joue le jeudi de cette même semaine. Et du coup, pour avoir les 48 heures de repos réglementaires, ils ont dû déplacer tous les matchs au dimanche. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans, vous ? Est-ce que vous dites que la Ligue a mal joué son coup ou est-ce que... C'est ridicule. Enfin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'UEFA publie ce calendrier quand même assez tôt et la LFP n'est pas capable d'assurer un calendrier qui plaise à toutes les équipes qui sont engagées en Europe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là, on a parlé de Lens, mais est-ce que Brest, eux aussi, vont pouvoir décaler leur match contre Strasbourg ? En fait, Lens-PSG, ça cause problème juste parce que c'est le premier contre le deuxième. Et au bout d'un moment, un club comme le PSG doit être préparé et enchaîner des matchs tous les 3 jours. Et Luis Enrique en parlait très bien après le match contre Lyon. Là, ils sont passés de 7 matchs en 21 jours à 9 matchs en 27 jours. Ça fait à peu près 3 matchs, un match tous les 3 jours. Au bout d'un moment, le PSG, ils doivent aussi assumer simplement les contreparties de la Coupe d'Europe. Ouais, et je trouve ça encore plus dommage pour des joueurs que je pense même à la condition des joueurs du Paris Saint-Germain, enchaîner juste avant, à quelques semaines, une Coupe du Monde, ça aussi, ça trotte dans les têtes. Et une équipe comme Paris avec son tas d'internationaux, je trouve que ça peut aussi faire mal et peser parce que l'intensité que tu vas mettre à la J33 contre Lens et à la J34 pour un titre, on parle quand même du titre Ligue 1, peut-être que certains aussi vont pas trop le penser ainsi en se disant que dans 4 semaines, c'est une Coupe du Monde en Amérique du Nord. Je sais pas si je suis seul à anticiper Non, là-dessus. je comprends bien. Mais moi, je pense que ça fait même plus mal directement à la Ligue 1, entièrement. Dans les 5 plus grands championnats, on est apparemment le 5e, mais en Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A, en Liga, ça n'arrive pas, ça. Il y a très peu de reports. Imaginons si en Première Ligue, les 5 clubs qualifiés en quart de finale de Coupe d'Europe avaient fait pareil que le PSG, on n'aurait eu que 5 journées de Première Ligue. On n'aurait eu que 5 matchs sur 10 matchs de Première Ligue. Oui, 5 matchs à l'une des journées de Première Ligue. Oui, c'est oui, quand même, je veux dire... il y a très peu de reports dans les autres grands championnats européens, c'est vrai. Surtout que le PSG, ils ont les capacités, ils ont l'équipe quand même pour jouer un match tous les 3 jours. C'est comme ça, puis c'est le jeu, Lens peut en profiter. Ils peuvent jouer sur les 2 tableaux, c'est comme ça. En Première Ligue, ils y arrivent bien. Et qui plus est, on est passé depuis 2 ans à un championnat à 18 équipes, donc 34 journées au lieu de 38. Hein. Donc là, imaginez-vous si on avait eu 4 journées supplémentaires. Et le PSG est éliminé de la Coupe de France. Si le PSG avait joué la Coupe de France, ils auraient joué aujourd'hui, donc là ça aurait fait un... Ils auraient été coincés dans le calendrier. Ouais, on a supprimé la Coupe de la Ligue aussi pour arranger les clubs qui jouaient la Coupe d'Europe. Voilà. Et au final, dans tout ça, on arrive quand même à avoir des problèmes de calendrier, surtout aussi tard. C'est ce que je disais en fait dans le cas de la 33e journée qui était programmée un samedi, sachant que l'UEFA avait expliqué que les demi-finales retour se jouaient dans tous les cas ce jeudi-là, qu'ils n'avaient pas anticipé en se disant punaise, mais on peut avoir des clubs en Ligue Europa et en Ligue Conférence demi-finalistes. C'est possible ça, d'autant qu'on fait exprès de favoriser ces clubs en Coupe d'Europe pour alléger leur programme, pour qu'ils aillent le plus loin possible. Et on se dit qu'il y aura... Mais je comprends pas. Ouais, je vois pas où les neurones se sont pas connectés. Je sais pas. C'est en lien avec toute l'incompétence du football français. Déjà, je parlais de Ligue 1 plus avant. Avec un calme. C'était pas prévu, Ligue 1 plus. C'est parce que avec DAZN, ça a capoté. Il y a eu un petit peu de Sarkozy là-dedans. Mais quelle indignité. Je vais pas parler de Vincent Labrune, mais c'est pareil. On n'est pas sur une grande réussite pour le moment. Donc. Voilà, c'est un engrenage. En tout cas, on voyait et on comprend qu'on est tous un peu dans l'incompréhension et en désaccord avec tout ça. Oui, là-dessus, voilà. Carrément. Du coup, je pense qu'on peut clore ce petit débat. Allez, on va reprendre notre respiration là. Je suis monté en température tout seul. Petit clin d'œil quand même du soir. J'avais anticipé si jamais Toulouse gagnait quand même. Un petit son en lien avec Toulouse et les Toulousains, Big Flo et Oli. En ce moment, ça on associe vite. Ils ont sorti un album et dans leur album, il y avait un son qui s'appelle Remontada. C'est exactement ce que s'est pris Toulouse vendredi soir contre Lens. Du coup, c'est ce qu'on appelle le karma.
De retour en direct dans le Campus Sport Club, c'était à l'instant Big Flo et Oli, Remontada, le petit son en dédicace à Toulouse qui a quand même été éliminé ce soir en demi-finale de la Coupe de France, battu par Lens 4-1. On est dans le temps additionnel de cette émission, il est 23h50 passé de quelques secondes. On va attaquer un petit portrait du soir avec Thibaut. Et on était sur le son Remontada, de se relever, de revenir plus fort. Et bien c'est exactement le thème avec ce soir le portrait d'un pilote de MotoGP, un Espagnol, et on ne parle pas là de la légende Marc Marquez. Bah oui, parce que l'année dernière, Marc Marquez a ébloui le paddock avec son retour. Mais cette année, il y a un autre revenant, bah c'est Jorge Martin. Alors, s'il est pilote pour Aprilia, coéquipier de Marco Bezzecchi, les deux camarades réalisent un début de saison tonitruant. L'Italien s'est imposé à 3 reprises lors des 3 premiers Grands Prix et l'Espagnol est monté à 2 reprises sur le podium. Ces excellents résultats permettent donc aux deux de mener le championnat du monde. Mais c'est sur le dauphin Jorge Martin que l'on va s'attarder aujourd'hui et sur sa saison 2025 pourrie par les blessures. Alors celui qu'on surnomme le Martinator est sacré champion du monde en 2024 avec Pramac. Lorsqu'il rejoint Aprilia en 2025 pour 2 ans, l'aventure a tout pour plaire. Aprilia est un constructeur ambitieux sur la pente montante, c'est un pilote phare et c'est une domination Ducati qui doit être renversée. Dans le documentaire Du paradis à l'enfer diffusé par la Dorna, promoteur du MotoGP, la compagne de Jorge, Maria Monfort, confirmait qu'il était très enthousiaste et très confiant avant les premiers essais de la saison 2025. Mais dès les tests de pré-saison, le 5 février 2025, l'idylle prend un sacré coup. Jorge Martin chute lourdement au point que le choc arrache la visière de son casque. Bilan pour le néo-champion du monde, fracture multiple à la main droite et au pied gauche. Sa présence pour le premier Grand Prix en Thaïlande était menacée, mais son entourage rassurait quant à sa venue. Il a été forcé à 2 semaines de convalescence totale, mais gardait son envie pour la moto. La veille de son départ pour Bangkok, il s'entraîne en supermotard, qui est une sorte de motocross, mais pour du goudron. Et là, nouvel accident. Le bilan est terrible, fracture complexe du radius, de plusieurs os du carpe et une fracture latérale au talon gauche. Plusieurs opérations chirurgicales se réalisent avec succès, mais Jorge Martin doit déclarer forfait pour les 3 premières manches de la saison. Sa compagne a déclaré que c'était une épreuve difficile psychologiquement, encore plus que de manquer les essais d'avant-saison. Alors le retour de l'Espagnol est signé pour le 4e rendez-vous de la saison 2025 au Qatar en avril. Et là, devinez quoi, il va récidiver et il fait encore pire qu'en supermotard, fracture des côtes et pneumothorax. Il est hospitalisé et pendant plusieurs jours, il est alité et perd la totalité de son autonomie. En soins, il était alors convaincu qu'il allait mourir, comme le relate sa compagne. Il y a quelques jours, chez le quotidien espagnol AS, la mère de Jorge, Susana, a rendu un hommage en parlant du courage et de l'amour inconditionnel de Maria. Dans cette même interview, elle a également évoqué le soutien tout entier de sa famille pendant cette période, considérée comme la plus difficile à traverser pour le champion du monde 2024. Elle est logiquement ressortie dans les mémoires lorsque le Martinator a triomphé lors de la course au sprint aux États-Unis il y a 3 semaines. Cette lourde chute l'avait écarté des circuits, mais pas du paddock. Je m'empresse donc de remplacer ma blouse de docteur par ma robe d'avocat quand on va parler de contrat. Le 29 mai 2025, sur Instagram, Jorge Martin clarifie sa situation avec Aprilia. Alors par cette clarification, vous allez comprendre qu'il a lancé une grosse bombe dans le monde du MotoGP. L'Espagnol annonce qu'il active une clause de départ dans son contrat qui le rendait libre pour la saison 2026. Situation ubuesque, car cet acte pouvait avoir lieu s'il n'était pas dans le top 4 du championnat pilote. Or, en ayant participé à seulement un seul Grand Prix sur les 7 disputés par l'ensemble du plateau, compliqué de faire bonne figure au classement. La situation s'enflamme, mais revient vite au calme lors de son retour en piste en République tchèque en juillet 2025. L'ex-pilote numéro 1 confirme qu'il restera avec Aprilia en 2026. Et du coup, finalement, il a plutôt eu raison quand on voit les résultats qu'il a en ce début de saison. Alors oui, c'est facile de dire ça quand Aprilia est au sommet, mais dès son retour à Brno, Jorge Martin avait impressionné dès ce week-end-là, avec une 7e place le dimanche. Rapidement, il se montre au niveau et encourage son écurie. Avant le Grand Prix de Hongrie en août, il avait déclaré qu'il progressait et qu'il réduisait l'écart avec Ducati. Ce week-end-là se conclut par une excellente 4e place. L'été 2025 était une véritable éclaircie pour le champion en titre qui retrouve la compétition et signe des performances honorables. Malheureusement, l'épisode est de courte durée. Au Japon, lors de la course sprint, il tombe et le résultat du crash est juste une fracture de la clavicule droite. Mais l'Espagnol décide alors de ne pas précipiter son retour et participe seulement au dernier Grand Prix à Valence et aux essais de post-saison. Lors de cet ultime rendez-vous, il avait confirmé qu'il n'était pas à 100% et qu'il ne pousserait donc pas son corps à la limite. Et alors pour finir, pour la faire simple, comment on est passé de ce pilote fragile de la grille à l'un des meilleurs du plateau en quelques mois seulement? Alors d'abord, on va tout simplement dire une évidence, il a la meilleure moto du plateau. Forcément, quand on a la meilleure moto du plateau, c'est assez simple de triompher. Néanmoins, on peut quand même se réjouir de ce retour en forme. Tout simplement, 2 podiums en 3 Grands Prix. Et pour expliquer justement ces retours au sommet, il ne faut pas aller chercher des remèdes magiques, mais tout simplement le temps, la patience et les bonnes opérations médicales.
Les essais de pré-saison MotoGP se divisant en 2 roulages, le champion en 2024 a décidé de ne pas participer au premier test en Malaisie entre le 3 et le 5 février dernier. L'Espagnol a fait le choix de la préservation après plusieurs semaines ponctuées d'opérations. Il fait son retour les 21 et 22 février pour la deuxième session de roulage en Thaïlande qui sera concluante. Aussi, son avenir n'est pas assuré avec Aprilia. L'épisode de la close l'année dernière a laissé beaucoup de traces et la marque italienne envisage de remplacer le Martinator en fin de contrat cette année. Le nom de Francesco Bagnaia est répété avec insistance. L'Italien était rival de l'Espagnol en 2024. Néanmoins, l'Italien n'est pas à son meilleur niveau et charge à l'Espagnol de redonner confiance à son écurie. En ce début de saison 2026, Jorge Martin part avec 2 avantages, le statut d'outsider et la dynamique positive insufflée par sa résilience. Ouais, heureusement qu'il est de retour sur pattes, notre Martinator, avec 86 os brisés, donc, mais il est bien là et il est en course encore pour un deuxième titre de champion du monde. Merci Thibaut, on aura hâte de suivre la suite de cette saison de MotoGP. On va finir cette émission avec Zadig et les fameux immanquables qu'on avait vendus depuis ce début d'émission. Votre programme de sport cette semaine avec les immanquables sur Radio Campus. Alors, mon cher ami, on a un demi-finaliste de Coupe de France connu, Lens. Qu'en est-il de l'autre demi-finale ? Et oui, cette semaine, dans le panier des immanquables, vous retrouvez la deuxième demi-finale de Coupe de France. Ce sera entre Strasbourg et Nice, qui rejoindra Lens au Stade de France. C'est demain soir à 21h sur les antennes de beIN Sport. Et pour le compte de la Ligue 1, cette fois, il y aura le match de retard de la 26e journée entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes ce mercredi à 19h au Parc des Princes. J'y serai d'ailleurs, à suivre sur Ligue 1+. Ligue 1+, qui diffusera la 31e journée de Ligue 1, cette fois-ci à l'heure. Ce week-end, je donne seulement les 6 matchs des principaux concurrents aux places européennes, à commencer par le Brest-Lens en ouverture à 20h45 ce vendredi. Puis Lyon-Auxerre samedi à 15h, seulement sur beIN Sport, attention. Angers recevra le PSG samedi à 19h. Le Paris FC affrontera le LOSC dimanche à 17h15. On aura le derby de l'Ouest entre Rennes et Nantes dimanche à 17h15. Et enfin, pour finir cette 31e journée, le derby de la Côte d'Azur entre Marseille et Nice. Toutes ces rencontres seront bien sûr à suivre sur Ligue 1+. Et on aura un tout petit derby quand même en Ligue 2 à noter pour nos supporters nordistes. Et oui, lundi soir, lundi prochain, du coup, prenez rendez-vous parce qu'il y aura un derby entre 2 clubs du Hauts-de-France, entre l'US Boulogne et l'USL Dunkerque, lundi prochain à 20h45 à suivre sur beIN Sport. On switch, on part de côté de l'Atlantique avec les parquets de basket. Et oui, les playoffs ont commencé et les séries déjà engagées continuent cette semaine à suivre sur Amazon Prime et beIN Sport. Les 2 diffuseurs se partagent ce premier tour. On suivra notamment la série avec le grand Victor Wembanyama. Le deuxième match sera à suivre cette nuit à 2h sur beIN Sport 2. Les autres séries importantes à suivre sont notamment la série du grand champion 2025, le Thunder, qui affronte le Phoenix. Ils ont gagné notamment le premier match. Il y aura une série hyper importante à l'ouest entre les Nuggets de Denver et Timberwolves de Minnesota. Hier soir, le match a été indécis, mais c'est fini par une victoire de Minnesota, 1-1 dans la série à suivre. Et enfin à l'est, les Celtics affrontent les Sixers. Ils ont gagné le premier match, notamment grâce au retour de Jason Tatum. Il y aura un petit mot aussi, un petit retour par l'Europe avec, on l'a dit, la Roca Team qui a perdu son match en début de soirée, mais qui aura une seconde chance, si je puis dire. C'est ça, triste défaite pour la Roca Team, mais une dernière chance, ce sera ce vendredi 24 face au FC Barcelone. L'heure est encore à définir, mais la rencontre sera diffusée sur la plateforme Euroleague TV. Un petit mot de rugby désormais avec le 6 Nations féminin qui se poursuit pour nos Françaises. C'est ça, 3e journée de 6 Nations féminin. Les Bleus affrontent samedi l'Irlande pour la 3e journée du tournoi. La rencontre sera diffusée par France Télévisions à partir de 21h10. Allez, on revient sur le 2 roues. On a encore des belles courses ardennaises et on aura Paul Sexas et Tadej Pogačar cette semaine au programme. C'est ça, sur Liège-Bastogne-Liège, dimanche 26 avril. C'est la grande classique des Ardennaises. Ce sera sur France 3 à partir de 13h35 et sur Eurosport. Avant ça, il y aura la Flèche Wallonne à ne pas louper demain. Course femmes et hommes à partir de 14h30 sur Eurosport. Et on finira avec encore du 2 roues et un petit mot de moto pour faire plaisir. Et oui, avec un moteur, les 2 roues cette fois-ci. L'immanquable GP d'Espagne à Jerez ce dimanche à 14h. Toutes les étapes des séries ce vendredi jusqu'à la course ce dimanche seront à suivre sur Canal+ avec le grand Jorge Martin. Jorge, mais j'arrive pas, j'ai pas fait espagnol, j'arrive pas à dire comme vous là, vous dites si bien là. Comment tu dis ?
Jorge. Jorge. Ouais, bon, voilà. Bon, j'ai abandonné pour ce soir. Merci Zadig pour ces immanquables. Merci Thibaut Portrait, Arthur, aux news, Owen, aux résultats début d'émission. Merci à vous quatre aussi pour votre participation. Merci à celles et ceux qui nous auraient écoutés jusque-là. Il est minuit passé de quelques secondes. Le Campus Sport Club, ça revient évidemment la semaine prochaine. Retour à la Coupe d'Europe aussi. On a hâte. On a hâte. Avec Paris qui jouera le mardi. Il jouera le mardi. On aura un nouveau match. On pourra pas le commenter, Arthur, je pense celui-là, mais... Voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, moi je vous dis évidemment, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye.